Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Info. Tout de suite, les titres en images. La stratégie de Renault dévoilée hier soir devrait avoir des répercussions sur l'usine du Mans. Willy Bernard se défend. Il réfute les accusations d'abus de biens sociaux. Aux assises, le verdict du père infanticide est attendu dans la soirée. Mon invité, Jacques Baratier, conseiller pénitentiaire ici en Sarthe. Ce sont vos homologues de Loire-Atlantique qui ont été notamment mis en cause par Nicolas Sarkozy, provoquant entre autres la fronde des magistrats cette semaine. Vous nous expliquerez votre travail dans quelques minutes. Et Carlos Ghosn, le patron de Renault, a dévoilé hier soir la stratégie du constructeur pour les 5 prochaines années. Cette stratégie aura-t-elle un impact sur l'usine du Mans? Réponse dans ce reportage de Marine Wolf. Pour la direction du Mans, le site n'est pas oublié par la stratégie de développement du groupe. C'est en Sarthe que sera produit les éléments de châssis des 2 premiers véhicules qui seront assemblés à Tanger à partir de l'an prochain. Un complément d'activité qui laisse présager de la croissance pour la direction, un leurre pour les syndicats. C'est une externalisation des fabrications françaises vers d'autres pays émergents, notamment Tanger, qui va reprendre une partie en fait, des fabrications qui sont faites jusqu'à maintenant au Mans. Et nous, en France, on revendique en tout cas d'avoir les fabrications pour l'Europe de l'Ouest. Autre point de discorde, la Clio 4, son lancement est prévu pour 2012 et Renault Le Mans doit débuter son industrialisation, mais aucune certitude sur les quantités. Autre grand projet Manceau dès 2011, l'industrialisation du châssis et d'autres composants de Zoé, le véhicule électrique. Mais cette aventure ne rassure pas la CGT. Pour le véhicule électrique, oui, Le Mans va être un des fournisseurs officiels pour les véhicules de châssis. On peut là encore s'en féliciter. Maintenant, je serai prudent sur le futur du véhicule électrique. C'est un lancement. Je me garde de voir ce que ça va donner. Le site fabrique depuis la fin de l'année dernière des composants pour Nissan et la direction assure que les accords signés avec Daimler auront des retombées locales. Après la crise de 2009, le site Manceau semble retrouver de la vigueur. Aucun jour chômé n'a été enregistré en 2010. Willy Bernard témoigne. Le patron sartois du club de football d'Angers est sorti de garde à vue hier après-midi. Il lui est reproché des abus de biens sociaux aux dépens de son club. Une accusation qu'il réfute. Son procès doit avoir lieu le 8 avril. Benoît Doisy. La procureure d'Angers a annoncé hier que Willy Bernard reconnaissait les faits qui lui sont reprochés. La justice le soupçonne d'abus de biens sociaux, d'abus de crédit et de faux en écriture. Des délits à des fins personnelles et qui porteraient préjudice au club de foot d'Angers à hauteur d'1 200 000 €. Aujourd'hui, nouvelle journée, nouvel épisode. Le président du SCO rejette tout en bloc. C'est complètement faux. Je suis très choqué par le fait de retrouver tous les éléments sur lesquels ils enquêtaient dans la presse, alors même que je suis encore en audition. Il y a 90% des choses qui sont dites dans les journaux qui sont complètement fausses, mal interprétées. Il y a des communications intempestives de mes accusateurs. Il y a sûrement des choses qui seront reprochées sur le plan des irrégularités, mais voilà, ça ira pas plus loin. Des irrégularités qui n'iront pas très loin. Ce sera au tribunal correctionnel de trancher le 8 avril. Il devra également dire si oui ou non, Next Génération, l'entreprise de Willy Bernard, a profité des largesses du SCO à son insu. Hier soir, la mairie d'Angers, qui subventionne le club à hauteur de 23 000 €, s'est portée partie civile pour y voir plus clair. Nous suivons très régulièrement les comptes d'Angers SCO et nous n'avons jamais vu quelques malfaçons, malveillances, malversations dans les comptes qu'on nous présentait. Donc, vu ce qui sort maintenant et ce qu'on nous dit, le fait de se porter partie civile nous permet d'avoir accès aux éléments de l'enquête auxquels nous n'avons pas accès avant. D'ici son procès, Willy Bernard compte se consacrer à la préparation de sa défense. Second jour du procès de Benjamin Auguste pour le meurtre de son fils. C'était en août 2008 dans un appartement de la cité des Pins au Mans. Ce matin, l'audience a débuté avec le rappel des faits, un rappel particulièrement insoutenable. Michael Texier. Ambiance pesante au 2e jour du procès de Benjamin Auguste. À la barre, les médecins légistes qui ont autopsié le corps de Sidney, mort sous les coups de son père en août 2008. Hématomes, lésions, fractures, hémorragie cérébrale, la liste morbide témoigne de l'extrême violence de la scène. La mère ne peut contenir ses larmes. On franchit un degré supplémentaire quand les photos du cadavre meurtri de Sidney apparaissent sur grand écran. La mère s'effondre, elle vomit de douleur. Face à elle, dans son box, Benjamin Auguste ne cille pas, le regard fixe, la tête droite. Il reste impassible. Je suppose que c'est un masque, peut-être,
qu'il cherche à se donner, enfin à se protéger, je pense. Mais je pense que ça le dessert. Pourquoi avez-vous confié Sidney à son père alors qu'il avait été condamné en 2004 pour des violences contre vous et votre fils? Le président pointe la légèreté, l'irresponsabilité de cette mère sans le sou, vivant en Guadeloupe et qui un jour décide d'expédier son enfant de l'autre côté de l'Atlantique, chez son bourreau. On semble oublier qu'il y a eu une période où M. Auguste, à l'issue de sa période de mise à l'épreuve, a eu un comportement exemplaire. On ne peut pas dire que le jour où elle met l'enfant, effectivement, lorsqu'elle le confie à son père, qu'elle est restée sur les faits qui se sont déroulés le 12 juin 2004 où elle a été agressée. Elle ne peut pas imaginer une seconde que cet homme qui réclame son fils, voilà. Le président insiste, vous aviez la responsabilité d'assurer la protection de votre enfant, madame. Dans la salle d'audience résonnent alors les sanglots retenus de la mère de Sidney. Et puis le tribunal du Mans s'est remis à fonctionner normalement cet après-midi. Les audiences ont repris suite à l'Assemblée générale des magistrats manceaux qui avait lieu ce matin. Seul bémol, elles n'auront lieu qu'en présence d'un greffier dans, je cite, la motion des magistrats, un souci scrupuleux des textes, ce qui devrait dans les faits ralentir le bon fonctionnement de la cité judiciaire. Cette décision met donc fin provisoirement à l'affronte des magistrats sur le plan local. Rappelons qu'elle faisait suite aux déclarations de Nicolas Sarkozy suite à l'affaire Laetitia. Une affaire dans laquelle le suivi de Tony Meillon, le meurtrier présumé de Laetitia, avait été mis en cause par le président de la République. Ce suivi des détenus à leur sortie de prison est assuré par un service qui s'appelle le SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, dont vous faites partie. Jacques Bartier, bonsoir. Il faut dire aussi que vous pouvez vous exprimer parce que vous êtes syndiqué au SNEPAP FSU. On va tenter de comprendre avec vous un petit peu comment fonctionne tout simplement ce service. Mais un mot tout d'abord, vous étiez hier à Nantes lors de la manifestation nationale, une manifestation durant laquelle le père de Laetitia est intervenu pour vous reprocher, pas à vous évidemment, en gros, d'instrumentaliser le malheur de cette famille. Pensez-vous en fait qu'il soit illégitime d'enquêter sur le SPIP et sur les possibles dysfonctionnements qu'il y aurait eu sur le SPIP de Loire-Atlantique évidemment? Non. Juste peut-être avant une précision, quand vous dites le père de Laetitia, donc il se trouve du père adoptif. Oui, le père adoptif. Et le père naturel, par l'intermédiaire de son avocat, lui avait dénoncé une récupération par le président de la République. D'accord. Bon, c'est un détail qui est... Malgré tout, sur la question, est-ce qu'il est illégitime d'enquêter? Non, pas du tout. Il n'est pas du tout illégitime d'enquêter, et je dirais même que c'est là le problème. C'est que le président de la République a commencé à pointer des gens du doigt alors qu'il n'y avait pas une enquête étayée. Et donc, non, nous, ce que nous voulons, c'est qu'on enquête d'abord et qu'on établisse les éventuelles culpabilités après. Voilà. Donc c'est un peu la démarche de la justice en général, à qui on reproche d'être lente, d'être pleine de procédures, mais peut-être que ça évite des fois des jugements hâtifs. Alors concrètement, comment se passe la journée d'un conseiller pénitentiaire? Vous faites dans le service, il y a de l'insertion et de la probation. Donc vous faites quoi? Du suivi de l'exécution des peines, de l'exécution des sursis, pardon, des détenus, c'est ça? Oui, notamment. Alors donc, à savoir que le service pénitentiaire d'insertion de probation a deux volets. Un volet en milieu fermé, dont on parle moins dans l'affaire présente, et puis ce qu'on appelle le milieu ouvert, donc où sont confiés aux conseillers pénitentiaires d'insertion de probation des suivis de peines alternatives à l'emprisonnement. Alors, ces peines alternatives à l'emprisonnement, il y en a plusieurs. Mais je dirais l'essentiel, celle qui est la plus répandue et celle qui devait concerner Tony Meillon, c'est le sursis mis à l'épreuve. En gros, c'est la personne condamnée à 2 mois, 3 mois, 6 mois au-dessus de la tête. Il a des obligations. Se faire soigner, payer les sommes qu'il doit à ses parties civiles, justifier de son insertion professionnelle. Et bien nous,
conseiller pénitentiaire d'insertion de probation, nous lui fixons des rendez-vous et nous demandons, bon, alors, où ça en est vos soins, votre suivi psychiatrique, où vous en êtes du versement des dommages d'intérêt. J'imagine qu'il y en a certains qui suivent correctement ce sursis et puis d'autres qui le font moins. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Vous transmettez ce dossier à quelqu'un? Tout à fait. En fait, nous sommes mandatés essentiellement par le juge d'application des peines, qui est également plus ou moins mis en cause dans l'affaire de Nantes. Et alors donc, nous devons le faire de façon régulière, tous les 6 mois, dans le cadre de ce qu'on appelle les rapports semestriels. Et puis, nous pouvons prendre l'initiative, quand il y a des situations un peu exceptionnelles, de faire des rapports ponctuels pour signaler tel ou tel dysfonctionnement. Alors, tout ce débat pose aussi la question des moyens accordés à la justice ou à des services comme le vôtre. Concrètement, vous suivez combien de personnes ou d'anciens détenus vous-même? Voilà. Alors, donc, moi-même, il y a deux sortes de chiffres que vous pourrez trouver. Et d'ailleurs, souvent, la bataille des chiffres, justement, complique la compréhension de la situation. Disons, à l'heure actuelle, en ce qui me concerne, j'ai 116 mesures, mais je dirais que ça va faire à peu près 105, 106 personnes. Alors c'est trop pour vous ou pas? Oui, sans nul doute. Je dirais, récemment, un sénateur UMP, je me permets de citer parce qu'il me semble qu'une personne de l'UMP a été assez sévère à notre égard. Un sénateur UMP du Nord, le sénateur, je crois, Le Cerf, donc indiquait dans un de ses rapports qu'un suivi attentif impliquait un ratio de 60 dossiers par conseiller pénitentiaire d'insertion de probation. Pourtant, le discours du président de la République, on l'a encore entendu hier soir, ou celui de Michel Mercier, le garde des Sceaux, est de dire, finalement, on a quand même, ces dernières années, mis des moyens pour la justice. On a aussi augmenté le nombre de fonctionnaires du SPIP. Est-ce que vous ne l'avez pas senti, ça? Alors oui, on a senti, en effet, qu'au lieu d'être submergé, on n'était que débordé. C'est-à-dire que à chaque fois que la charge de travail augmentait beaucoup, les effectifs augmentaient un peu. Mais, manque de chance pour nous, la charge de travail était toujours en avance sur les effectifs. Dernière question, Monsieur Baratier. Vous suivez donc les sursis des anciens détenus. Vous devez aussi leur permettre d'assurer une réinsertion. Et ça, ce travail, il fonctionne comment concrètement? Alors, nous, depuis 1999, depuis la création des services pénitentiaires d'insertion de probation, nous appelons conseiller pénitentiaire d'insertion de probation, alors qu'avant nous appelions éducateur. Je pense que ce n'est pas qu'un changement de terme, c'est aussi un changement de positionnement par rapport aux personnes que nous suivons. Et donc on a plus un rôle d'orientation, de soutien que des moyens propres. Nous n'avons pas de structure qui appartient au SPIP, nous n'avons pas une allocation SPIP qui nous permettrait d'aider les personnes. Ce qui fait que, je dirais que dans les 2 missions qui normalement sont les missions de toute l'administration pénitentiaire, c'est-à-dire la garde et la réinsertion, il y a d'abord la garde, et puis, si on a le temps, la réinsertion. Bien. Monsieur Baratier, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau pour témoigner de votre métier. Football, pour terminer, Arnaud Cormier a dévoilé la composition de son groupe qui affrontera Grenoble ce samedi. Pas de surprise, le coach a renouvelé sa confiance à ses titulaires habituels. Seul Dieye fait son entrée. Hautecoeur, Cissé et Elbari sont blessés. Le Mans, leader, affronte donc Grenoble, la lanterne rouge de cette Ligue 2, avec une ambition remporter son 5e match de suite. Et puis pour terminer, également un salut amical à l'ami Vincent Cerruti qui présente ce samedi soir le premier de ses directs sur TF1, Danse avec les stars, une émission qu'il co-anime avec Sandrine Quétier tous les samedis soirs, donc sur la première chaîne, durant 6 semaines. Vincent sera d'ailleurs ce vendredi soir en direct dans l'émission d'Olivier Moraisin, Tous Azimuts. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Lundi, vous retrouverez Michael Texier pour une nouvelle session d'information. D'ici là, passez d'excellents moments sur notre antenne. Au revoir.